TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, l'ex-Lomé Pretoria réchauffé par un accord commercial. Il a été signé aujourd'hui à Lomé, partenariat coopération renforcée entre les deux pays de Togo, l'Afrique du Sud. Semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, saison 2 à Kara. En toile de fond de cette édition, une volonté manifeste de travailler davantage avec le secteur privé. Et puis du football, Gianni Infantino reconduit haut les mains à la tête de la FIFA. Une réélection sans surprise. L'Italo-Suisse rempile jusqu'à au moins 2027. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le vendeur. Lomé et Pretoria, désormais reliés par un accord commercial. Le Togo et l'Afrique du Sud ont signé le partenariat ce jeudi. But, faciliter les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays, renforcer la coopération entre les deux capitales. Abile Nassibé. C'est une poignée de main, expression de l'adhésion totale à ce nouveau partenariat entre Lomé et Pretoria. Des discussions de plus de 3 heures pour trouver et offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques des secteurs publics et privés du Togo et de l'Afrique du Sud. Nous sommes là dans le cadre de la première consultation politique entre l'Afrique du Sud et le Togo. Ça fait 26 ans que les deux pays entretiennent de bonnes relations. Donc, comme nous sommes dit, il urge que nous venons, histoire de poursuivre des discussions et approfondir les relations sous plusieurs domaines, à savoir les échanges commerciaux qui va bénéficier les populations des deux pays. Nous sommes là présentement pour explorer les opportunités d'investissement que nous pouvons trouver ici et vice-versa pour le bien-être des populations des deux pays. Africa. Cette rencontre de Lomé est le fruit de la volonté manifeste des présidents Faure Zinania-Singbe du Togo et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Sommet Chine-Afrique en 2015, sommet des BRICS en juillet 2018, visite de travail du président togolais en Afrique du Sud en 2019, des rencontres qui ont permis au Togo de nouer de nouveaux partenariats et de s'ouvrir davantage au reste du monde. L'Afrique du Sud est un pays important, un pays qui compte en Afrique. C'est le seul pays africain membre des BRICS et du G20. Nous leur avons parlé des différentes opportunités au pays, notamment en termes de ressources naturelles que l'expertise sud-africaine peut aider à développer, à exploiter pour le bien-être de nos populations. Nous leur avons également parlé de la plateforme PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui est opérationnelle, comme vous le savez, depuis l'année dernière. C'est un partenariat qui sera affermi jour après jour. À l'issue des travaux, la délégation sud-africaine se rendra au port sec de Lomé pour explorer bien d'autres opportunités. Et ça se poursuit, le ballet des personnalités chez le médiateur de la République. Et ce jeudi encore, ces personnalités ont rempli sur place des formulaires en inscription des biens et avoirs à déclarer. La séquence du jour, le récit Ulrich Amega. L'assesseur, l'huissier et le greffier, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC passe au renseignement du formulaire. Puis s'ensuit la remise de l'enveloppe de déclaration des biens et des avoirs. Une démarche constitutionnelle en respect à l'article 145 de la Constitution togolaise. Démarche qui met en exergue la transparence et la bonne gouvernance. C'est avec plaisir que je suis venu faire ma déclaration. Conformément aux dispositions, j'invite tout le monde à venir faire aussi dans la paix et la sérénité sa déclaration. À tour de rôle, les membres des différentes institutions de la République se sont aussi acquittés de cette obligation constitutionnelle.
Les présidents de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes n'ont pas non plus dérogé à la règle par le biais de leurs représentants. La procédure a été bien cadrée, millimétrée. C'est une démarche très importante parce qu'elle permet de mettre les hautes autorités sur un statut équivalent à celui des concitoyens. En tant que Cour des comptes, nous veillons à la bonne application des règles dans les procédures d'exécution des budgets de l'État. Et tout citoyen, disons-le, est redevable devant la loi. C'est dans ce cadre que le Premier président a accompli cette tâche républicaine. Les enveloppes sous-scellées remises aux médiateurs de la République sont ensuite envoyées dans cette pièce. Une pièce à coffre-fort surveillée par des caméras. À se dire encore et toujours, le ministère de l'économie et des finances vient de lancer les activités du comité de suivi du programme de transition fiscale et du comité d'évaluation des dépenses fiscales. La GIZ vient en appui à l'opération. Objectif, améliorer la gestion des finances publiques. Les précisions de Norbert Agbedanou avec Abidé Niassingui. Adopté depuis 2006, la décision porte un programme de transition fiscale. Celui-ci se traduit par une diminution progressive des montants perçus de droits, de douane et par une augmentation substantielle des impôts recouvrés à l'intérieur des États. Le Togo a adhéré à cette décision de l'UEMOA en mettant en place 2 comités. Le premier comité, qui est sur la transition fiscale, a un plan d'action. Donc, entre autres, il vise à renforcer la collaboration entre les administrations fiscales et douanières. Il vise également à faire en sorte que la mobilisation des ressources nationales soit une réalité vivante. Donc, le comité national est tenu de veiller à ce que tous les éléments du plan d'action soient respectés. Bon, le deuxième comité, c'est le comité national d'évaluation des dépenses fiscales. Alors, ce comité national d'évaluation des dépenses fiscales est un instrument entre les mains du gouvernement pour pouvoir s'assurer que les renonciations qu'elle a concédées est dans le sens d'une amélioration de la compétitivité, dans le sens de la relance de l'économie et dans le sens de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Les activités de ces comités sont coordonnées par l'unité de politique fiscale sous la supervision du ministère de l'économie et des finances. L'accompagnement de l'Allemagne consiste à aider les efforts du gouvernement dans le sens d'une mobilisation maximale des ressources. Et donc, dans ce cadre, nous accompagnons la mise en œuvre de la politique fiscale du Togo et aussi nous accompagnons tout ce qui est effort dans le sens de lutter contre les risques dans le système fiscal. L'idée est que les missions de ces 2 comités-là puissent renforcer cet appui-là que nous apportons à l'État togolais afin que la mobilisation des ressources puisse être renforcée. Ce projet de bonne gouvernance financière est mis en œuvre par la coopération technique allemande GIZ. La présente cérémonie lance les activités des 2 comités. Tracer la ville du futur, eh bien, le ministère de l'Urbanisme consulte encore les populations. Séance encore ce jeudi dans les communes Ziot 2 et Ave 2. Une opération doublée de sensibilisation à Mwepé et à Kovié. Le compte rendu, Issa Karouna. Au cœur des débats, le projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme des communes Ziot 2 et Ave 2. Le processus est enclenché depuis janvier 2022. Pour une entrée sereine dans la phase opérationnelle, les parties s'accordent sur les opérations à mener. Aujourd'hui, avec les explications qui nous sont données, c'est que nous avons intérêt, les propriétaires terriens ont intérêt à concéder les 50% de leur propriété parce que c'est ça qui permettra de tracer les voies, c'est ça qui permettra de loger des équipements socio-collectifs dont les zones d'habitation ont besoin, telles que les écoles, les centres de santé, et divers services dont la communauté a besoin pour vraiment vivre comme dans un cadre urbain.
nous allons donc amplifier donc la mobilisation communautaire. Nous allons donc appeler les populations à la base à soutenir l'élaboration de ces plans locaux d'urbanisme. Son objectif est d'assurer un cadre adéquat à la population. Donc j'invite la population et les collectivités à venir déposer leurs plans au niveau de la mairie afin que le projet puisse avoir un bon aboutissement. Le processus est destiné à la mise en place des cartes foncières de ces communes. Celles-ci devront faire ressortir clairement les potentialités et les opportunités des sols afin d'en faire des instruments de lutte contre la pauvreté. Autour de la vallée du Zio, il y a une activité agricole qui se développe et qu'il est important de préserver et de contribuer à ce que les capacités de production augmentent. Deuxième opportunité, on a vu que c'est une commune où il y a des possibilités de tourisme. Il y a une forte histoire qui est présente. On a des potières qui font un excellent travail, donc qu'il faut pérenniser également. Et on a aussi la possibilité d'avoir un paysage qui est agréable. Tout ça, c'est autant d'atouts qu'il faut préserver sur la commune pour garantir un cadre de vie agréable aux populations. Document d'orientation stratégique, les plans locaux d'urbanisme constituent un préalable aux activités d'aménagement urbain. Ils permettront d'offrir un cadre de vie décent dans ces communes. Le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a invité les populations à une franche collaboration pour la réussite de ce processus. Et direction maintenant Kara, l'attraction sur place, c'est la semaine de l'enseignement technique et professionnel saison 2. Et cette année, les organisateurs ont exprimé un fort penchant pour le secteur privé. La cérémonie d'ouverture, le récit, Nestor Bouchou. C'est le CRETEFP, Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a servi de cadre à l'ouverture des activités de la semaine de l'enseignement technique à Kara. La semaine de l'enseignement technique, qui à sa deuxième édition a pour objectif d'améliorer l'attractivité du sous-secteur et l'employabilité des apprenants en fin de cycle. Partenariat enseignement technique et de la formation professionnelle secteur privé, gage de développement économique durable est le thème retenu. L'enseignement technique cherche à plus se professionnaliser. Donc c'est ce qui explique la formation par alternance qui est en vogue, où les élèves passent un temps dans l'établissement et un autre temps dans les entreprises et dans les ateliers. Donc, pour le moment, nous sommes en phase pilote avec 10 établissements de l'enseignement technique sur tout le territoire, dont 2 pour notre région. Donc, cette approche crée le besoin de beaucoup plus de partenariats avec le secteur privé, puisque c'est le secteur privé qui nous offre le cadre de stage pour nos apprenants afin qu'ils touchent aux réalités des différents métiers ou des différentes filières pour lesquelles ils ont opté. Voilà pourquoi notre ministre veut impulser plus ce partenariat afin de faciliter la tâche à nos chefs d'établissement qui ont besoin de ces partenaires pour l'aspect stage de nos apprenants. Par rapport aux différentes formations offertes, les élèves des établissements ont montré ce qu'ils savent faire. Les produits de leur imagination ont été exposés pour permettre aux visiteurs de les admirer. Après le passage des invités, les jurys vont apprécier ces ouvrages et 15 ouvrages vont être sélectionnés pour compétir au niveau de Lomé. Donc c'est au niveau de Lomé, l'ensemble des ouvrages nationaux vont être confrontés et au finish, 50 ouvrages seront retenus comme l'année dernière. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en sorte aussi une porte ouverte pour permettre au public de découvrir les structures de formation. Cette semaine à Kara sera marquée aussi par des activités sportives et culturelles. L'actualité, c'est aussi cette alerte de vigilance. Attention à vos motos, à vos tricycles. Les voleurs ne dorment pas. La gendarmerie, elle aussi, elle vient d'ailleurs de démanteler 2 réseaux à Didogomé et à Agoué. Les conducteurs de taxis, motos, de tricycles sont principalement leurs cibles et jusque dans les maisons. Les faits, le récit. La gendarmerie nationale, dans sa perpétuelle lutte contre l'insécurité,
a diligenté des enquêtes qui ont permis de démanteler 2 réseaux de voleurs de motos et de tricycles. Le premier réseau, spécialisé dans le braquage des conducteurs de taxi-moto, évolue en 2 équipes. Tandis que les membres de la première équipe, armés de pistolets de fabrication artisanale dans un endroit généralement peu fréquenté, ceux de la seconde équipe se rendent en ville et, se faisant passer pour des clients, conduisent les victimes à leurs complices. C'est ainsi que plusieurs conducteurs de taxi-moto ont été agressés et leurs motos emportées. Quant au deuxième réseau, il s'est spécialisé dans le vol de motos et de tricycles en stationnement, même dans les maisons. Il neutralise d'abord le système de sécurité de l'engin avant de le démarrer à l'aide d'une clé spécifique. Ensuite, l'engin volé est immédiatement livré à un receleur qui, s'il ne revend pas au Ghana, procède à la modification du numéro de châssis, puis à l'établissement de faux papiers avant sa mise en vente sur place. Les perquisitions effectuées dans leurs domiciles respectifs ont permis de découvrir des motos nouvellement immatriculées, des objets mystiques, ainsi que plusieurs autres objets utilisés pour commettre leur forfait. Et ils seront présentés à M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé pour groupement de malfaiteurs et vol en bande organisée. Tout en poursuivant les investigations pour interpeller d'éventuels complices, la gendarmerie nationale remercie les populations pour leur parfaite collaboration et les appelle à aider davantage les forces de l'ordre dans leur mission de lutte contre la protection des personnes et des biens. Et vigilance donc. En opération aussi, l'ONG La Chaîne de l'Espoir, elle organise de son côté à Toum, dans le Moyen-Mono, des consultations foraines. Sont prises en charge des enfants souffrant de diverses pathologies. Et c'est à l'occasion des 20 ans de l'ONG. Sylvain Aboudou. Des consultations pour enregistrer les enfants souffrant de diverses pathologies, examiner le mal pour les soumettre à une opération chirurgicale. D'où ce déplacement de la population au CHP Toum pour bénéficier de cette consultation foraine. Nous sommes venus avec nos enfants malades. On a eu écho que c'est comme ça. Ils vont faire des interventions gratuites pour des enfants qui ont des pathologies, les malformations, les lèvres fendues et autres. Sur place, certains enfants identifiés ont subi une opération chirurgicale, histoire de leur donner du sourire et leur offrir une meilleure santé. C'est le cas de cet enfant souffrant de l'hernie qui aujourd'hui recouvre la santé. Je suis venue avec mon garçon, il a hernie, puis on l'a opéré. Tout s'est bien passé. Je remercie Dieu. Mon enfant souffrait depuis 4 ans. L'opération s'est bien passée. Je suis très satisfait et je remercie le chef de l'État pour cette autorisation. À travers cette opération, plusieurs pathologies ont été prises en charge. Les différentes pathologies que nous avons eues au cours de cette mission sont entre autres des pathologies viscérales, les hernies, les hydrocèles, et nous avons également beaucoup de cas d'orthopédie, de déformations au niveau des membres. Et nous avons constaté que les pathologies retrouvées ici sont complexes. Un enfant peut avoir une hernie, une hydrocèle, parfois on le circoncit, donc du coup on est un peu limité, mais on fera le maximum. Nos communautés en avaient besoin et cette mission va directement droit dans le cadre des activités pour sauver les vies humaines et pour relever beaucoup de défis. Et les satisfactions sont multiples venant de la communauté à accueillir cette mission. Nous sommes vraiment ragaillardis. L'initiative est de l'ONG Chaîne de l'Espoir qui célèbre ses 20 ans d'existence. Une manière pour elle de rapprocher la chirurgie pédiatrique de la population. Notre intervention nous permet donc d'aider cette population afin que les maladies ou les pathologies dont souffrent certains enfants et qui ont besoin d'être opérés soient prises en charge. Cette consultation foraine s'inscrit dans le contexte de cette célébration. Un engagement pour également soutenir les actions du gouvernement en matière de santé visant à garantir une vie saine aux populations.
Il est 20h20, l'actualité à l'étranger. En bref, la réforme des retraites en France. Emmanuel Macron tranche pour le 49.3. Pas de vote au Parlement selon les sources proches de l'exécutif. Côté syndicat, la mobilisation se poursuit ce jeudi après le recours à l'article 49.3 pour faire adopter le texte. Plusieurs oppositions ont d'ores et déjà annoncé déposer une motion de censure. Cela dit, retour chez nous avec encore les échos du 8 mars, retour sur la causerie débat des femmes de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, débat axé sur comment concilier vie professionnelle et vie familiale, ce qu'il faut en savoir avec Christine Pétikialoudé. Les femmes de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, en fête. Elles célèbrent le 8 mars, journée dédiée à la reconnaissance de leurs droits. Mères, épouses et femmes travailleuses, leurs rôles sont multiples. Comment alors mieux s'organiser, mettre à contribution l'éthique pour mieux concilier vie familiale et professionnelle? Préoccupation, objet de débat. Aujourd'hui, avec ce qu'on nous propose comme nouvelle technologie, est-ce qu'on ne peut pas, pendant qu'on est au boulot, utiliser son téléphone portable, utiliser son ordinateur pour gérer sa maison? La femme a sa place aussi dans la société. La femme mérite de travailler au même titre que l'homme. La femme mérite amplement sa place. La femme a des droits, mais aussi des devoirs. La présidente de la CCI Togo exhorte ces femmes à l'efficacité au poste, à la ponctualité et au respect de la chose publique. Les entreprises chez nous, les 14% sont de toutes petites entreprises. Donc quand l'entreprise est une petite entreprise, elle ne peut pas s'amuser à avoir un personnel qui est dehors et recruter quelqu'un d'autre. C'est très compliqué tout ça. Donc tout ceci doit nous amener, nous les femmes, à réfléchir sur comment faire pour qu'on puisse vraiment concilier la maison et le travail. La confiance en soi, le dynamisme et le travail bien fait, des valeurs à cultiver et entretenir pour faire avancer la CCI Togo, interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics. Question d'intérêt également pour les femmes réunies au sein de l'AFESET, c'est l'association des femmes chefs d'entreprise au Togo, avec cette fois cette autre préoccupation, comment venir en aide aux femmes dans leurs entreprises et leur permettre d'atteindre une autonomie financière. Réponse ou tentative de réponse dans ce compte rendu de Esther Dato, Immaculée Baoué à Balo avec Dodo Arrêt. Des chefs d'entreprise réunis pour profiter des expériences de leurs aînés. Créatrices de mode, transformatrices, revendeuses de tissus, elles sont dans divers domaines et contribuent chacune à l'essor de l'économie togolaise. Des femmes qui sont parties de rien et qui, par leur détermination, se sont fait une place dans le domaine entrepreneurial. Toutes, membres de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, sont en quête de stratégie pour mieux développer leur entreprise. C'est en phase avec notre vision. C'est une association typiquement de femmes chefs d'entreprise. Ces jeunes entreprises-là aussi sont portées par des femmes. Et bien donc, pour nous, c'est une évidence que ça se fasse courant le mois de mars, qui célèbre, qui interroge, qui questionne le positionnement, le statut de la femme à travers l'égalité, les droits, la justice sociale. Certaines parmi elles ont reçu un coup de pouce du programme PRODOC du PNUD, un programme qui a mis à leur disposition son 13 millions de francs CFA. 5 projets sont retenus. J'ai bénéficié aux subventions de PNUD. Je remercie le PNUD, je remercie l'AFSET. Je vais réaliser beaucoup de choses et aider aussi les autres femmes dans l'entrepreneuriat. Ce que je n'ai pas pensé, c'est de là-bas je suis maintenant. Dans l'avenir, mon entreprise n'a qu'à être dans le ZELCAFA, même international. Après les échanges, des distinctions décernées à 8 femmes dont le leadership a impacté beaucoup d'autres femmes. Je continue toujours à œuvrer pour un bel avenir pour l'association. Je suis contente d'avoir été honorée. Je voudrais en même temps remercier le bureau et en même temps penser aux jeunes qui arrivent. Les jeunes, leur dire que bon, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un résultat. Elles sont nombreuses, les femmes togolaises qui embrassent aujourd'hui le domaine entrepreneurial.
Et pour celles qui hésitent encore, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo prête à les accompagner dans leurs projets. Le reste de l'actualité, bien parlé, argumenté, persuadé. La saison 7 de la finale du concours d'éloquence a eu lieu hier mercredi. Une initiative de l'École supérieure d'audit et de management. 10 candidats ont rivalisé, vous allez le voir, de rhétorique. La finale, Norbert Agbedanou, Abidé Nyassimbe. Former des cadres, c'est bien, mais des hommes excellents, c'est encore mieux. Les 10 candidats retenus pour la phase finale de cette édition ont chacun démontré leur éloquence sur des thèmes qui constituent des valeurs de l'ESAM. Au terme des 2 heures de compétition, mademoiselle Yakoubou Zaratou, étudiante en première année de comptabilité et d'audit, est sacrée championne. La concurrence était rude parce que mes concurrents ne m'ont pas fait de cadeaux, mais je suis contente d'avoir atteint mon niveau là où je suis actuellement. J'ai tiré la compétence, heureusement je dirais. Cette valeur me correspond, mais je n'ai pas choisi la valeur, c'est la valeur qui m'a choisi. Parce que pour arriver en finale, on ne choisit pas nos valeurs, nous faisons un tirage au sort. La sélection, l'œuvre d'un jury de haut niveau. Les critères bien définis ont permis au jury de juger la prestation des concurrents. Il y avait en l'occurrence 10 candidats. Ils étaient tous les 10 très bons. Et l'écart entre les candidats était faible. Donc c'est très difficile de dire qui est numéro 1, 2, 3, etc. Vous voyez ? Les critères, il y avait d'abord la pertinence du propos, c'est-à-dire le fond. Qu'ont-ils dit ? Est-ce que c'était intelligent ou pas ? Il y avait le respect du temps. Il y avait la façon dont ils s'exprimaient, est-ce qu'ils étaient à l'aise ou pas. Donc on a combiné ces différents critères avec des notes, et puis le total des notes nous a permis de les classer. L'objectif, former des hommes qu'il faut, pouvant accéder aisément au marché du travail déjà saturé. Le concours d'éloquence est un élément de motivation. Et l'art oratoire, c'est de dire que j'ai bien fait, j'ai essayé, je dois faire mieux encore. Il y en a certains parmi eux là, ils étaient timides quand ils sont arrivés ici. Vous ne pouvez pas leur arracher une phrase. Mais aujourd'hui, voilà qu'ils sont devenus vainqueurs et qu'ils ont parlé comme ils maîtrisaient tout ça là avant. C'est de pousser chaque individu à faire sortir ses capacités. Des valeurs pour faire de ces étudiants les leaders de demain. L'édition 2023 du concours d'éloquence a vu la participation des partenaires de l'ESAM venus du Togo et d'ailleurs. Jeudi foot dans le 20h, dévoiler la liste des éperviers du Togo contre les étalons de Burkina Faso. Double confrontation entre les deux équipes. Match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors qui joue, qui ne joue pas à Flim Johnson? Ils seront 26 éperviers à défier les étalons du Burkina Faso. Marcel Agbagnon, avant-centre de la SOTR, s'aligne une toute première fois dans le secteur offensif, aux côtés notamment des habitués David Enen, Fodo Laba ou encore Kevin Denke. Grand retour pour Richard Nandu Afia de Conakry, Ismaël Ouagoro de Saint-Georges en Éthiopie et Ilas Bebou de Hoffenheim dans la Bundesliga allemande. Dans l'entrejeu, Paolo Duarte se passe de Marouf Tchakei de l'As Vita Club de Kinshasa, mais pourra compter sur des joueurs tels Akatenyama, Karim Derman ou le vétéran Alessi Romao pour animer le jeu. Dans ce registre, Roger Arolou du Raja Casablanca, longtemps absent, réintègre le groupe. Le capitaine Jim Dakonam de Retafe en Espagne sera aidé dans les tâches défensives par Roland Amouzou de l'Asco de Cara, Agbozo Klousset de l'Olympique Béja en Tunisie ou Kennedy Boateng. Les gardiens de but ont pour nom Malcolm Barcola, Wassiou Ouronieni et Stephen Folly-Messan. Double confrontation face au Burkina Faso, des finales avant la lettre qui attendent le Togo. Le plus important, c'est qu'on trouve cette double confrontation avec une équipe très forte, avec une équipe très moralisée, très difficile parce qu'on a 4 finales pour jouer, pour faire le maximum de points. Les éperviers ont affaire à un adversaire de poids certes, mais le sélectionneur ne veut pas céder au pessimisme. Je me focalise sur ma puissance comme équipe. Et à partir du moment que nous sommes là, on ne doit pas faire beaucoup d'additions avec la force de l'adversaire. On connaît sa force, on a déjà l'étudié, on va passer cette message aux joueurs.
Et on va travailler sur son point fort et aussi son point faible. C'est ça l'histoire de chaque match et c'est comme ça qu'on travaille toujours. Après les 2 premières journées, le Togo est lanterne rouge du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec 1 point moins 2. Le Burkina Faso est quant à lui leader, 5 points plus 4. Les Étalons reçoivent les éperviers le 24 mars sur les terres adoptives à Marrakech au Maroc avant d'effectuer le déplacement de Lomé le 28 mars. Et le patron du foot mondial, Gianni Infantino, vient d'être réélu à la tête de la FIFA. Réélection sans surprise à la présidence jusqu'à au moins 2027. Comme une formalité, Gianni Infantino, seul candidat en lice, est réélu par acclamation au congrès de la FIFA. À 52 ans, ce juriste entame un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'instance du football mondial. Être président de la FIFA est un honneur incroyable, un privilège incroyable. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Une responsabilité que Gianni Infantino ne semblait pas prédestiné à assumer. Né en Suisse de parents immigrés italiens, il s'oriente vers des études de droit. Supporter de l'Inter Milan, il tente rapidement de lier ses 2 passions en intégrant dès 2000 le département juridique de l'UEFA. Peu à peu, il grimpe un à un les échelons de l'institution du foot européen jusqu'à devenir le bras droit du président, un certain Michel Platini. En 2015, la carrière de Gianni Infantino prend une toute autre dimension lorsque Sepp Blatter et Michel Platini sont rattrapés par les scandales. Élu président de la FIFA sur une promesse d'intégrité, l'Italo-Suisse défend corps et âme le mondial au Qatar, pourtant entaché par des soupçons de corruption et des drames humains sur les chantiers des stades. Le fait de donner ces leçons de morale est toujours au même côté. C'est de la pure hypocrisie. Depuis 2015, Gianni Infantino a fait augmenter les revenus de la FIFA avec une recette simple, gonfler les compétitions. Une méthode que le président réélu compte appliquer lors de son prochain mandat. En 2026, la Coupe du Monde passera de 32 à 48 équipes pour attirer toujours plus de sponsors et de diffuseurs. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme qui informe le public du lancement de l'appel à candidature pour la nomination de la capitale mondiale du livre 2025 de l'UNESCO et invite toutes les villes de notre pays à y participer. Capitale mondiale du livre est un programme à travers lequel l'UNESCO reconnaît l'engagement des villes pour la promotion des livres et l'incitation à la lecture pour une période d'1 an à compter du 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Concernant les candidatures, les villes doivent soumettre un programme d'activité spécialement conçu pour le processus de nomination de la capitale mondiale du livre, applicable par la ville élue pour toute la période prévue à ce titre et également bénéfique à plus long terme pour les partenaires impliqués et pour la société. La ville candidate doit élaborer un avant-projet de dépenses prévues et les stratégies imaginées pour identifier les ressources financières possibles. Elle doit y inclure le niveau d'implication des autorités municipales, régionales, nationales et internationales, incluant les organisations professionnelles et non gouvernementales ainsi que les impacts prévisibles du programme d'activité. Le formulaire de candidature est disponible à l'adresse suivante www.unesco.org/en/world-book-capital-New York. Les candidatures doivent être soumises au secrétariat de l'UNESCO en anglais ou en français au plus tard le dimanche 16 avril 2023 à minuit à l'adresse suivante wbcc@unesco.org. Communiqué signé du ministre Dr Lamadokou. Dernier communiqué, la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population qu'il lui a été donné de constater que des individus mal intentionnés diffusent sur les réseaux sociaux de faux avis de recrutement de collecteurs en vue de la mise en place de nouveaux points de jeu. La Lonato dément formellement être à l'origine de ces faux avis et décline toute responsabilité devant ces faits qui relèvent de l'escroquerie.
Par conséquent, elle invite la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de ces arnaqueurs. Par ailleurs, elle tient à informer la population que des investigations sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes malveillants qui seront soumis à la rigueur de la loi, communiquée de la direction générale. Et ceci referme ce journal de 20h. Merci à vous qui nous suivez. Et ce soir de partout, à Covier, à Mwepé, à Kara. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.